Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du premier monument de la saison, la Classica Primavera, Milan-San Remo qui s'est fini il y a une quarantaine de minutes parce que ça a été assez vite, il est 17h26 au moment où j'enregistre. Nous sommes le samedi 19 mars. Nous allons revenir donc sur cette course, il y aura pas mal d'images. On reviendra notamment sur le bilan des Bleus, top, flop. Comme d'habitude, et puis on va faire donc le débrief de cette course. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course, n'hésitez pas à réagir également à ce que je vais dire dans cette vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important, et puis vous pouvez mettre également la petite cloche, je l'ai pas dit depuis longtemps, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ça soit du côté du cyclisme, du côté du ski, du côté de la Formule 1, du côté de la MotoGP. Voilà, vous saurez tout, pas sur le zizi, mais tout ce qui se passe sur l'Amérique Production. On commence tout de suite avec cette course qui a été très rapide, plus de 45 à l'heure, hein, c'était 45 331, alors le record c'est 45 800. Sur Milan-San Remo, on savait qu'avec le vent de dos, ça allait plutôt favoriser une course rapide. Pas forcément une course débridée hein, sur les 4-5 premières heures. Et puis, en fait, c'est sur la dernière heure et demie, hein, sur les 60-65 derniers kilomètres, où vraiment ça a accéléré. Donc vraiment, je remercie les gens qui ont regardé en intégralité Eurosport, c'était Eurosport 2, à partir de 9h40. Alors le départ, en plus, ils ont changé, parce qu'avant, le départ, c'était dans Milan, et là, c'était dans un petit vélodrome. Parce que je ne crois pas me souvenir à l'époque que c'était dans un vélodrome le départ, mais peut-être que je me trompe. J'ai jamais vu le départ de Milan-San Remo. Moi, je regarde, voilà, je vous le dis toujours, le plus loin que j'ai fait sur Milan-San Remo, ça doit être 110 km. Et déjà, t'es un peu fatigué sur la fin parce qu'il se passe pas grand-chose pendant 40-50 bornes. Donc vraiment, j'éprouve un énorme respect à toutes les personnes qui ont regardé la course en direct. Si vous avez regardé la course en direct, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Parce que vraiment, j'éprouve énormément de respect. Moi, vraiment, là, c'est au-dessus de mes forces. J'aime le cyclisme, mais Milan-San Remo en intégralité, là, il ne faut pas déconner. Moi, j'aime quand même regarder des trucs où il y a un minimum de divertissement. Et pourtant, je vous rappelle que je regarde notamment des sports d'hiver, notamment du patinage de vitesse. On ne peut pas dire que ce soit le sport le plus fun au monde. Tiens, en parlant de patinage de vitesse, parce que comme ça, c'est une info qui est sortie. Le fameux Nils van der Poel qui a fait doubler 5000 mètres, 10 000 mètres au patinage de vitesse aux Jeux Olympiques serait en ce moment testé par Jumbo-Visma du côté de l'équipe cycliste. Donc pourquoi pas avoir un deuxième Van der Poel en sachant que les deux n'ont aucun lien de parenté, hein, il faut le savoir. Le Nils van der Poel et Mathieu van der Poel. Voilà. Fin de la parenthèse patinage de vitesse, piste verte que vous pourrez retrouver sur la chaîne, l'épisode numéro 10. En passant, on fait l'autopromotion. Donc Milan-San Remo, voilà, ça a été ça a été quand même une belle année parce que Pogačar a tenté d'animer la course, mais ça n'a pas suffi pour le coureur slovène. Heureusement, il y avait un Slovaque qui était là. C'était Matej Mohorič qui s'est imposé de superbe manière. Non, un Slovène aussi, Mohorič. Il faut savoir que Slovène-Slovaque, moi j'y arriverai jamais. Hein. Il y a des trucs comme ça dans ma vie. Comme Slovène-Slovaque, c'est un vrai problème. C'est la dyslexie, hein. Je n'y peux rien. Donc, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Le bilan des Bleus de cette course. Alors, j'ai quand même, parce que j'ai oublié de le dire au tout début, j'ai quand même bien apprécié cette course. Même si, un peu comme d'habitude, scénario stéréotypé, c'est-à-dire, je vous l'avais dit lors de la présentation, il y a une échappée qui part très vite, elle prend de l'avance. Alors là, elle n'a pas pris énormément d'avance, mais au final, on l'a laissé très longtemps aux avant-postes. Et puis derrière, ça commence vraiment à s'activer avant les trois capis. Et puis, dans la Ciprezza, ça a un peu augmenté de rythme, ça a roulé très fort là dans la Ciprezza par rapport à d'habitude, parce qu'on a fait, je crois, le troisième temps de la montée de la Ciprezza, et puis ensuite, tout se passe dans le Poggio où ça attaque dans tous les sens, et les sprinters tentent de s'accrocher. Bon, là, la différence, c'est que ça a attaqué dans la descente, qui je crois, enfin, moi, j'avais vu Trentin attaquer dans la descente, mais j'avais jamais vu gagner quelqu'un qui avait attaqué dans la descente. Du côté du bilan des Bleus, bien entendu, Anthony Turgis, deuxième le français.
C'est la 6e fois sur les 7 dernières éditions qu'un Français est sur le podium de Milan-San Remo. Autant vous dire qu'on a mis 20 ans avant de récupérer une victoire à Milan-San Remo, entre Desmar et Laurent Jalabert. Mais c'est une course qui nous réussit plutôt extrêmement bien, notamment avec Julien Alaphilippe. Mais voilà, il y a eu Desmar, Alaphilippe qui s'était imposé. Mais voilà, sur les 7 dernières éditions, 6 podiums. Et donc là, Turgis perpétue cette tradition. Avec cette 2e place, il aura des regrets, Turgis, parce que dans le dernier kilomètre, il était plus rapide. Mais à 1 km 3, 1 km 4, ça se regarde. Mohoric prend un petit peu d'avance. Et lui, il va mettre 100 mètres, 150 mètres avant d'attaquer à ce moment-là. C'est 150 mètres de trop. S'il part dès que ça commence à se regarder, il bat Mohoric. Parce qu'il y a 2 secondes entre les deux. Il n'y a rien. Le problème, c'est que voilà, il laisse un peu trop partir Mohoric. Turgis qui peut quand même être satisfait de sa course, même si ce soir il sera très déçu. Faut savoir que c'est, je pense, dans la saison, le pire endroit pour faire 2e. Parce que quand t'es sur Paris-Roubaix, tu te dis 2e, oh, c'était déjà pas mal. Et puis bon, tu sais que les mecs qui sont capables de faire 2e sur Paris-Roubaix, t'en as pas 30, 40, 50 qui sont capables de s'imposer à Paris-Roubaix chaque année. Donc tu sais que ça peut revenir l'année d'après. Bon, même si tu te dis, bon, t'as raté quand même une occasion. Mais là, à Milan-San Remo, tu sais qu'il faut un peu de chance. Il faut être vraiment au top de sa forme le jour J. Et tu sais que cette situation-là, elle se reproduira peut-être jamais dans ta vie. C'est vraiment la pire course pour finir 2e. Demandez à Nasser Boigny qui a fini 4, par exemple. Il a mis énormément de temps à s'en remettre, donc Turgis, il va être très déçu. Mais la manière dont il a grimpé le Poggio, Turgis, c'est une énorme satisfaction. Il est en très grande condition physique. Et je rappelle, le Tour des Flandres, c'est dans 15 jours. C'est pas dans longtemps, le Tour des Flandres. C'est-à-dire que Turgis au Tour des Flandres, là, il devient archi-favori quasiment. Il fait partie des grandissimes favoris pour le Tour des Flandres. Et, autre avantage aussi de cette 2e place, dans la hiérarchie Total Energy, la crevaison de Sagan, ça lui fait mal aux pattes à Sagan. Alors il va nous dire, il est content pour son coéquipier, bon, tout ça. Bon, il se dit quand même, Sagan, qu'en termes de hiérarchie, Turgis, il est passé devant, quoi. Donc je pense que sur le Tour des Flandres, c'est plutôt Turgis qui sera leader et Sagan qui va rouler à la place de Turgis. C'est pour ça que j'avais pas mis Turgis, hein, je vous l'avais dit dans la présentation, mais je m'attendais à ce que Turgis soit obligé de rouler pour Sagan. Mais au final, la crevaison de Sagan, comme on dit toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça a été une chance pour Turgis parce qu'il a pu jouer sa carte à fond. Turgis, s'il n'y a pas la crevaison de Sagan, je pense qu'il est obligé de rouler pour Sagan. Surtout que Sagan avait l'air d'être plutôt en bonne condition physique parce que jusqu'à sa crevaison, il est dans les 15-20 premiers coureurs du peloton dans les capis. Donc il était vraiment très bien. Mais ça a été une chance, hein, vraiment, pour Turgis, qui n'a pas été obligé d'être obligé de cravacher, pour son coéquipier. 2e, Arnaud Desmar. On sait qu'il a toujours bien aimé Milan-San Remo. Il y a eu un grand Quentin Paché quand même, notamment dans la descente du Poggio. Mais même dans la fin de la montée du Poggio, Quentin Paché a été très solide pour aider Desmar. Il a fait vraiment du gros job. Et puis Desmar, quand tu regardes bien, bah, c'est le premier 100% sprinter des coureurs. Alors il y a Pedersen, on va dire. Mais il est derrière des mecs qui sont pas sprinters, enfin purs sprinters, sauf je dirais Pedersen. Mais Van Der Poel, Matthews, Pogačar, Krag Andersen, Van Aert, Tratnik, bon bah voilà, il a pas beaucoup de regrets à avoir. Il remporte le sprint du 2e groupe, donc notamment avec Aramburu et Roglic et Sénéchal. Donc belle performance de la part d'Arnaud Desmar qui a fait une course solide. Voilà, il s'est accroché dans le Poggio, il s'est accroché également dans la Ciprezza. Mais ce qui était compliqué cette année, c'est comme on a laissé l'échappée prendre beaucoup d'avance, on a fait une dernière heure de course hyper rapide. Parce que je regarde à 50 bornes de l'arrivée, il est 15h37 et je me dis à ce moment-là, bon bah ça y est, on en a peut-être pour un peu plus d'1 heure encore. Oh non, je me suis dit allez, on en a pour 1 heure. Il n'y en a même pas eu pour 1 heure, je crois que c'est fini à 16h30.
C'était vraiment une vitesse dernière heure de course, avec notamment l'énorme travail de UAE, qui était assez dingue. Du côté des flops, premier flop pour moi du jour du côté des Français, j'ai mis Coquard. Pourquoi Coquard? Parce qu'il a craqué bien avant Desmar. Bien avant, il finit derrière Boigny également, Brian Coquard, 37e. C'est un peu une surprise parce que moi j'avais dit Coquard, je ne le mets pas parmi mes favoris, pas parce qu'il ne sera pas en capacité de passer le Piaggio, mais parce que c'est un sprint sur du plat, et j'avais dit en puissance pure, face à un Pedersen, il est derrière sur un sprint sur du plat. Mais le problème c'est qu'il a lâché avant Coquard. Et voilà, Coquard et Milan-San Remo, ça n'a jamais été vraiment une réussite pour le coureur français. Et c'est une déception. Alors peut-être qu'il n'a pas réussi à encaisser les 300 km, parce qu'il faut se les farder aussi, et que les jambes n'ont pas du tout la même réaction au bout de 200 km de course qu'au bout de 250 ou 260. Donc c'est peut-être ça ce qui a manqué à Brian Coquard. Mais c'est quand même une petite déception pour moi, parce que je pense qu'il était capable d'être dans le top 10 comme Arnaud, et là en plus c'était peut-être plutôt des conditions qu'il favorisait à partir du moment où ça roulait vite. Où les purs sprinters ont lâché très tôt. On a compris assez vite que les purs sprinters allaient lâcher très tôt. Et voilà, c'est une petite déception du côté de Brian Coquard pour moi de ce côté-là. Et puis Boigny, demi-déception, je dirais Boigny, parce qu'on n'a pas vu Arkea. Je pense qu'il n'a pas été énormément aidé par son équipe. Et c'est un petit peu l'inquiétude que j'avais autour de Boigny. C'est est-ce que Boigny serait bien entouré? Bon voilà, c'est monté trop vite aujourd'hui pour un pur sprinter. C'est-à-dire, à part Desmar, et parce que bon, Desmar a aussi quand même des petites qualités pour grimper les bosses. Même Nasser Boigny, qui pourtant passe bien les bosses normalement, peut-être aussi une condition physique un peu moins bonne qu'Arnaud Desmar. Et puis de toute manière là ça roulait fort, donc si vous étiez pas un minimum protégé par vos coéquipiers, c'était compliqué. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué. Du côté d'AG2R, je dirais ça serait plutôt un flop collectif pour AG2R, mais c'est surtout que je me dis, est-ce que du côté d'Eurosport on s'est pas planté? J'ai un doute que c'était Cosnefroy. On peut pas chanter la Zoubida et tout faire non plus, hein. Du côté parce qu'on a senti quand même chez Eurosport, moi j'ai pris vraiment le direct au moment où ils ont commencé à chanter la Zoubida. Alors je sais pas si c'était la première fois, la deuxième fois, la troisième fois qu'ils chantaient la Zoubida, un dérivé de la Zoubida. Bon, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, un petit peu. Alors, je sais bien qu'il y avait Steve Chanel qui fait souvent des blagues, mais ouais, je me suis dit, nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc du côté d'AG2R, le premier AG2R, et c'est Vendramé qui est 30e à 1,14. Donc est-ce que Cosnefroy c'est le coureur qui est tombé, soit dans le virage du Poggio, soit dans la descente du Poggio, ce qui ferait qu'il serait 78e, ou soit il n'était pas du tout à cet endroit-là de la course. Après, du côté de Cosnefroy, c'est souvent un coureur qui a besoin de quelques jours de course avant d'être performant. Et puis, il travaille aussi peut-être plutôt sur le mois d'avril que sur le mois de mars. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence par le vainqueur du jour, Mohoric, qui est passé à 2 doigts de la catastrophe dans la descente. Alors, j'ai pas l'image. J'ai l'image juste avant. Ou juste après, je sais plus. Mais il a mis la roue dans le caniveau. Et là, je me suis dit, hop, 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 hop. Et là, je me suis dit, quand il met la roue dans le caniveau, je me suis dit, il est parti pour la descente de l'enfer. Soit ça passe, soit ça casse. Il a eu de la chance, c'est passé. Il a eu beaucoup de chance quand même. Mohoric, parce que tu te dis, sa chaîne se remet dans le dernier kilomètre. La gouliche, enfin le caniveau, moi j'appelle ça plutôt un caniveau à cet endroit-là. Le fait ensuite que Pogačar le suive pas, parce que je pense que Pogačar il s'est dit, devant j'ai un taré devant moi, j'ai encore pas mal d'objectifs sur la saison, ça serait con que je me pète une clavicule à 2 semaines du Tour de Flandre et à 1 mois des classiques ardennaises. Donc ça a été, donc je pense qu'il y a eu j'irais presque un demi-temps de frayeur pour Pogačar et ça a fait la cassure. Et puis Mohoric, on le sait, hein, l'année dernière, la victoire sur le Tour de France sur l'étape de Vierzon, ça a créé un déblocage pour Mohoric, je pense. C'est un coureur qui a mis du temps à s'affirmer. On a toujours su qu'il y avait un potentiel. On a cru, à un moment, même moi j'ai cru que ça serait l'espoir qui confirmerait jamais, comme d'autres coureurs
c'est arrivé à d'autres coureurs de jamais réussir à confirmer. Je pense à Kreuziger notamment, qui n'a pas totalement confirmé ce qu'on voyait en lui dans ses jeunes années, ou Romain Sicard. Et Mohoric, ça fait depuis 2 ans qu'il a des très très bonnes performances. Et on voit très bien, Mohoric, plus c'est long, plus ça va vite, plus il est bon. Parce que plus il arrive à faire la différence par rapport à ses adversaires, notamment sur sa position. Et la petite particularité de son vélo à Mohoric, celle de VTT, c'est-à-dire celle qui se descend grâce à une petite manette. Et donc il l'a fait descendre dans les descentes du Poggio. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Alors après, on verra en termes de sécurité, mais c'était une très bonne idée d'emmener cet outil-là du VTT sur la route. Et bah voilà, malgré le fait qu'il puisse plus utiliser la position Mohoric, sa position qu'il a démocratisée avec Chris Froome, pardon. Il a été impressionnant Mohoric aujourd'hui dans la descente, mais même dans les 2 derniers kilomètres, parce qu'il faut résister. Derrière, ça s'est un peu regardé à partir d'un kilomètre 3, mais vous avez ensuite Turgis qui attaque, alors qu'il a dû remettre sa chaîne. Il faut passer les multiples bosses de la journée, alors que ça roulait vite. Sacrée performance du côté de Mohoric quand même aujourd'hui. Je l'avais mis parmi les coureurs à suivre, Mohoric. Je suis pas mécontent de l'avoir pas raté ce coup-là. Je peux pas dire que j'ai été vraiment très bon sur mes pronostics sur ce Milan-San Remo. Mais Mohoric, au moins, j'avais dit, faites gaffe à Mohoric quand même. Mais je m'attendais pas à ce qu'il attaque dans la descente. Je continue du côté des coureurs au top avec Pogačar. Il a animé la course, Pogačar. Alors UAE a animé le final. A quand même bossé en début de journée aussi, UAE, même si ensuite ils ont laissé le contrôle à Josh Van Den Dun, qui a fait quand même un sacré boulot du côté de l'équipe de Wout van Aert. Mais du côté de Pogačar, on pourra pas lui reprocher qu'il a tout tenté pour s'imposer. Hein. C'est-à-dire que dans le Poggio, il a tout tenté. Il attaque 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le Poggio. On a grimpé le Poggio à grosse vitesse. La Ciprezza qu'on a grimpé à haute vitesse du côté de UAE, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'on est quand même sur une période du cyclisme où on a des sacrés uluberlus. Il aurait fait ça il y a 10 ans face à Cavendish, face à un Tom Boonen, il aurait fait la différence. Il se serait retrouvé avec que des coureurs puncher-grimpeurs avec des Simon Gerrans et autres, et il aurait pu faire la différence dans le sprint. Le problème, c'est que ça fait depuis 5 ans qu'on a des ovnis maintenant dans le monde du cyclisme, qu'on a des coureurs plus polyvalents qu'à une époque, qu'on a, regarde, Mohoric qui grimpe, qui roule bien, qui est bon maintenant sur les classiques, qui a un excellent baroudeur, qui est le meilleur descendeur du monde. Vous avez des Van Aert, vous avez des Van Der Poel, qui sont capables de tenir la cadence, même Pedersen, et ça a été le problème pour Pogačar. Il y a 10 ans, dans la manière dont il a couru, il gagne la course. Sauf que le cyclisme a bien changé en 10 ans. C'est le problème un peu de Pogačar, qui fait partie aussi des ovnis, des coureurs assez exceptionnels, mais il a tout tenté aujourd'hui. Il a tout tenté, UAE a fait le job, il n'y a pas eu de couac, on va dire, chez UAE, mais voilà. Et en plus, j'ai envie de dire que la Jumbo et les équipes de sprinters lui avaient presque facilité le travail en laissant l'échapper à plus de 5 minutes à 60 bornes de l'arrivée. Ce qui fait que dans le final, on était obligé de rouler vite pour revenir déjà sur les coureurs échappés. Donc on savait que la fin allait être animée et que donc les capis allaient se faire à haute vitesse. Mais ça n'a pas suffi, parce que de l'autre côté, t'as des mecs qui sont exceptionnels. On a quand même une période aujourd'hui dans le cyclisme. Je peux vous le dire parce que j'ai connu quand même le cyclisme. J'ai connu le dopage dans le cyclisme. J'ai connu une période d'hyper spécialisation, je le dis toujours, dans les années 2000. Où les courses étaient beaucoup moins fun que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, je trouve, dans une excellente ère du côté du cyclisme et j'espère que ça va continuer dans les années à venir. Je poursuis avec Van Der Poel. Premier jour de course pour Van Der Poel. Très clairement, moi, c'est une surprise, Van Der Poel. Parce que sur une course où il faut autant d'endurance, c'est une sacrée performance qu'il a fait le Néerlandais. Le dernier à avoir fait un top 50 pour son premier jour de course à Milan-San Remo, c'était en 2002, c'était Lance Armstrong, il avait fait 44e.
Ce qu'a fait Van Der Poel aujourd'hui, c'est excellent. Mais vraiment excellent. Et c'est rassurant pour le Tour des Flandres, pour toutes les classiques qui vont arriver, bien entendu. Et phénoménal dans Poggio. Phénoménal dans Poggio, Van Der Poel. Il ramène Van Aert. S'il n'y a pas Van Der Poel, Pogacar, il sort avec Krag Andersen. Hein. Et Mohoric ne gagne pas, en passant. Mais heureusement qu'il y a eu Van Der Poel pour aider Van Aert. Parce que Van Aert, dans le Poggio, il n'était pas au top, je crois, très clairement. Et il n'aura pas beaucoup de regrets parce que bon, son équipe a fait aussi quand même un boulot intéressant pour le protéger un peu. Il est peut-être un peu loin à l'entame du Capo Berta, mais c'était pas non plus encore catastrophique. Ça roulait pas encore à forte pleine vitesse à ce moment-là. Et ensuite, il a fait le job. Aujourd'hui, Van Der Poel, il remporte le sprint du peloton derrière Turgis. Bon, il faudra repasser une nouvelle fois pour Monsieur Van Der Poel. Mais pour moi, il peut pas avoir de regrets ce soir, lui aussi. Premier jour de course, être sur le podium de Milan-San Remo. Là aussi, hein, on a des extraterrestres en moment dans le monde du cyclisme. Quand réussir à faire ça, c'est vraiment une sacrée performance. Et puis je termine avec les deux courageux du jour. Et vraiment, je tenais à les mettre dans les tops. Samuele Rivi et Alessandro Tonelli. 290 km d'échappée à 45 de moyenne. Chapeau messieurs. Chapeau messieurs parce que il faut tenir à cette cadence-là avec le vent d'eau. Ils se sont quand même mis des mines dès les premiers capis dans cette échappée. Dans le Capo Berta, je peux vous dire que ça amusait pas la galerie quand Rivi et Tonelli ils sortent. Voilà, et autant on n'a pas forcément une grande cohésion dans cette échappée, je pense surtout il y avait des mecs qui étaient vraiment crevés au bout de 220 km, 230 km devant, mais l'échappée, à part quasiment au kilomètre zéro, ce qu'il faut bien comprendre, sur une course de 293 km, déjà, je peux vous dire que dans ce type de... Enfin, à Milan-San Remo, on sait très bien qu'il n'y en a pas 150 qui veulent partir en échappée, parce que tu sais que quand tu pars en échappée, tu vas souffrir énormément. Ça a même été très compliqué pour Conca, le coureur italien, qui a dû s'arrêter sur le bord de la route parce que complètement sans énergie. Voilà, il y avait plus rien dans les pattes. Et ce qu'ont fait Samuele Rivi et Alessandro Tonelli, c'est quand même une sacrée performance. Et je voulais en parler parce que je parle rarement des coureurs qui s'échappent et qui ne vont pas au bout. Mais sur ce type de course-là, comme sur Paris-Roubaix, alors souvent sur Paris-Roubaix ça met du temps à sortir, mais sur Liège par exemple, il faut vraiment avoir en tête, ou sur les championnats du monde, il faut vraiment avoir en tête que quand tu pars en échappée, tu sais que tu vas passer une très mauvaise journée, que tu vas avoir hyper mal aux cuisses, que tu auras mal partout le soir, et qu'en plus tu auras de grandes chances d'avoir aucune reconnaissance de la part du public. Et là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je dirais, c'est presque la beauté du geste. C'est presque symbolique. Mais ils nous ont animé la course aussi, ces deux-là. Et il ne faut pas le négliger aujourd'hui de la performance donc de Tonelli et de Rivi, coureurs de la Bardiani et de Eolo Kometa. On passe au bonnet d'âne pour finir cette vidéo. 4 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Wout van Aert. Bah ouais, c'était quand même... Alors, je l'avais dit dans les commentaires de ma vidéo de présentation, c'est assez rare que les archi-favoris s'imposent à Milan-San Remo. Par exemple, quand Démarre s'impose en 2016, il ne fait pas partie des favoris forcément de la course. Je dirais qu'il y a Alaphilippe qui avait réussi à faire ça. Van Aert l'avait déjà fait à une époque. Mais les archi-favoris s'imposent rarement. C'est une course où on a eu des surprises parmi les vainqueurs. Je pense pas Linus Gardevan qui s'est jamais imposé sur cette course. Le coureur de NTM à l'époque qui remporte le Milan-San Remo sous la neige, je vais le retrouver comme ça. Ciolek, par exemple, c'était une surprise. Mathieu Goss, par exemple, on s'y attendait pas plus que ça en 2011.
Je pense aussi à Pippo Pozzato en 2006, qui avait été... Enfin voilà, on s'attendait presque plus à Boonen qu'à Pozzato cette année-là. Bien entendu, on notera toujours la victoire de Marc Gomez devant Alain Baudu après 250 ou 260 km d'échappée, qui s'était imposé en 82, coureur de... Alors je sais plus lequel des deux faisait partie de l'équipe Renault. Même bon, les victoires de Laurent Fignon, Colombo en 96, c'était pas forcément le favori. C'est vraiment la deuxième place, tiens, d'Emmanuel Magnin en 98. C'était pas forcément assuré non plus. Donc voilà, c'est une course où on a parfois eu quelques coureurs surprenants sur le podium ou aux avant-postes. Et là, il a réussi quand même enfin, c'est pas simple quand on est favori parce qu'on a la pancarte. Ils ont contrôlé pendant toute la journée, ce qui est un énorme encore travail de Josh Van den Donn pendant toute la journée parce qu'il contrôle la course quasiment à 260 bornes de l'arrivée, ce qui est vraiment impressionnant. Mais je pense que du côté de Van Aert, il manquait un peu de conditions physiques. Parce qu'on voit bien Van Der Poel, s'il n'y a pas Van Der Poel, il rentre pas sur Craig Anderson et sur Pogačar, et je pense qu'à ce moment-là il s'est mis dans le rouge, et quand déjà il n'est pas très bien placé quand Mohoric sort, mais de toute manière après il est seul dans le final, il est seul, et Milan-San Remo ça joue à la pédale, hein, dans le final, hein. À partir du Poggio ça joue à la pédale. Et bah, il lui manquait un Laporte. Roglic n'était plus dans ce groupe-là non plus. C'était légèrement relevé, j'ai l'impression, Roglic. Voilà, je pense que du côté de Jumbo, il a manqué peut-être le coureur qui était en capacité d'être avec Van Aert dans le final et qui aurait pu se sacrifier pour Van Aert dans les 2 derniers kilomètres et tenter de rentrer sur l'homme de devant. Bon, de toute manière, même s'il avait été revenu sur l'homme de devant, Van Aert, il finit dernier du sprint. Donc j'ai l'impression qu'il était cuit. Van Aert, peut-être qu'il a mangé un peu trop de vent également à l'avant du peloton pendant, voilà, encore une fois, de nombreux kilomètres. Flop également pour la Quick Step. Ça reste la course peut-être où la Quick Step a toujours eu le plus d'opportunités de s'imposer, et où la Quick Step c'est le plus souvent énormément raté. Je rappelle que Patrick Lefevere n'a que très peu gagné Milan-San Remo, surtout depuis les années 2000. Il a 2 vainqueurs, Alaphilippe, Pozzato. Pozzato 2006 au sprint, Alaphilippe en 2019. Sinon, sur donc les 22 dernières éditions, il n'y a pas... parce que Bettini... Ah, peut-être Bettini. Peut-être dit une bêtise, parce que Bettini en 2003, il est chez Quick-Step. Donc autant pour moi, j'ai dit une petite bêtise. Mais c'est une course qui lui a jamais vraiment réussi. Pourtant, Boonen, par exemple, s'est jamais imposé sur Milan-San Remo. Stingmans aussi, Viviani. Il a eu de nombreux coureurs. Il y a toujours eu un problème. Et cette année, j'ai pas compris leur stratégie à Quick-Step. Laisser la course à la Jumbo, laisser l'échapper à 5 minutes, 6 minutes, encore à 60 bornes de l'arrivée, en sachant donc que ça va faire rouler très fort sur les capis, alors que le meilleur puncher de l'équipe c'est Badjoli, qui est quand même pas une assurance tout risque, et au final qui finit très loin au-delà de la 60e place, et que notre deuxième carte c'est Jakobsen, qui n'est pas le meilleur dans les bosses. Donc normalement la stratégie de la Quick Step ça aurait été de revenir très tôt sur les échappées et d'essayer de canasser, on va dire, un petit peu le devant de la course en diminuant le rythme dans les capis et dans la Ciprezza. Et ensuite on voit ce qui arrive dans le Poggio. Au final c'est pas ce qu'ils ont fait. Après, est-ce que Jakobsen était un bon choix pour Milan-San Remo? Moi je dis Cavendish s'est imposé sur Milan-San Remo. Petacchi a gagné Milan-San Remo, c'était pas les meilleurs grimpeurs du monde. Donc c'est faisable. Mais avec du vent d'eau, c'était forcément plus compliqué, parce qu'on va plus vite dans les montées, et qu'on peut pas se cacher dans les montées, surtout.
Mais de toute manière, le souci, c'est que même leur deuxième carte a été inexistante. Badjoli. Sénéchal, dans les pentes sévères, c'est pas le meilleur au monde, Sénéchal. Alors, il finit 14e, mais bon, il en a manqué un petit peu. De toute manière, je vous le dis, depuis le début de saison, je trouve que la Quick-Step fait pas un gros début de saison. Alors, ils sont pas en danger pour le classement World Tour, loin de là. Mais c'est quand même une équipe qui, depuis le début de saison, est un peu un rendement moins bon. Ça, il n'y a pas à dire que les années précédentes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais le rendement de la Quick Step est un peu moins bon. Et moi, je trouve que la stratégie de la Quick Step sur cette course-là, il fallait qu'il roule derrière l'échappée bien plus tôt. C'est-à-dire dans la période entre le Passo del Turchino et les Capis, on aurait dû reprendre 4-5 minutes sur l'échappée, lui pas laisser de chance. Et on lui a laissé énormément de chance à cette échappée. Et ce qui fait que donc dans le final on a roulé très fort. Et forcément c'était en désaveu par rapport au coureur qu'avait la Quick Step. Gianni Moscon. Aujourd'hui il finit à 6 minutes, Gianni Moscon. Ça va pas en ce début de saison pour Gianni Moscon. Il finit 101ème. Sur un parcours comme ça, Gianni Moscon normalement il doit être plus devant. Donc il y a un truc qui va pas pour Gianni Moscon. Est-ce que c'est mental ? Enfin pour le moment chez Astana ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, il est inexistant. De toute manière, on croyait pas en lui à partir du moment où on met 2 mecs dans l'échappée matinale. C'est-à-dire qu'on croit pas en toi quand on met 2 mecs dans l'échappée matinale. Donc si on croit pas en lui, alors que sur un type de parcours comme ça, Moscon, normalement, c'est un type de parcours qui lui convient, c'est que soit en condition physique, elle est pas bonne pour Moscon, pardon, soit c'est que mentalement, il n'est pas là. Il n'est pas concentré sur la course. Parce que c'est un coureur qui sait frotter, il sait sprinter, il sait passer les bosses. Les bosses comme le Poggio, normalement, ça lui fait pas peur. Il a remporté des victoires, notamment sur le Tour des Alpes, sur des montées plus longues et plus pentues. Donc, c'est le kilométrage peut-être, mais bon, je trouve quand même que Gianni Moscon, depuis le début de saison, si on regarde ses résultats, c'est pas la folie, Gianni Moscon. Pour l'instant, alors, il a abandonné l'Estrade, Trofeo Leguela, sur Tirreno, pas fou. Milan-San Remo, 101ème, 122ème sur le Het Nieuwsblad. L'Estrade, je crois qu'il fait partie de la chute. Mais bon, c'est pas dingue en termes de résultats. Donc, s'il veut être performant sur les classiques belges qui arrivent, il va falloir vraiment se remettre en action et vite. Je termine avec Pidcock. Demi-surprise pour moi, Pidcock. Je vous l'ai dit depuis le début de saison, je le trouve pas en grande condition physique. Je pense que il a même abandonné. Pidcock, de toute façon, il a lâché dans le Capo Berta. Du côté de Pidcock, je trouve qu'il n'est pas en grande condition physique. Moi, je pense que c'était une erreur d'aller aussi loin sur le cyclocross. Enfin, c'était une erreur. C'était une erreur quand on a des objectifs aussi tôt dans la saison, comme Paris-Roubaix, comme les classiques pavés. Je pense qu'il sera reperformant, mais peut-être début mai. Pidcock, je pense qu'en fait, ce qui lui manque, c'est une période de pause. Il s'est pas assez reposé après sa période de cyclocross. Et j'ai envie de dire, c'était un peu pour ça qu'à une époque, les coureurs de cyclocross avaient que des rôles mineurs dans les équipes sur route ou étaient dans des équipes sur route de 2e ou 3e division. Parce que avec une saison de cyclocross qui est maintenant quand même assez longue, c'était quasiment impossible d'être performant à la fois sur le cyclocross et à la fois sur la route. C'est pour ça qu'on a eu une époque de spécialistes du cyclocross qui n'allaient quasiment pas sur la route. C'était quasiment devenu une spécialité. Mais on voit bien le problème avec Pidcock, c'est que contrairement à Van Aert, contrairement à Van Der Poel, qui ont eu des périodes de pause énormes entre leur fin de saison cyclocross et leur début de saison route, Pidcock, lui, n'a pas eu cette pause. Et c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Une pause de 2 semaines, 3 semaines. Là, on voit bien qu'il n'y a pas les jambes. Mentalement aussi, je pense que c'est pas simple. Parce que lui, il a repris en décembre. Donc ça veut dire que ça fait depuis 4 mois qu'il est en dehors de chez lui, qu'il est sur les routes à s'entraîner. Et je pense que mentalement, c'est pas simple non plus d'avoir tout le temps la tête dans la compétition. Mais là, il a été nulle part. Et je l'avais pas mis parmi mes favoris parce que je
pensais qu'il aurait du mal à suivre. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il saute Del Capo Berta. C'est l'un des premiers coureurs qui a sauté, hein, Pidcock. Donc là aussi, il va peut-être falloir réfléchir à la manière de faire du côté de Ineos. Viviani également, hein, qui a fini 116e de la course, est un Ether 56e dans le groupe à 1,14 du côté de Ineos pour finir cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc pour Cholet Pays de Loire demain. Il y aura également la Formule 1, ça sera plutôt lundi. F2, F3, surtout qu'il y a des bons résultats pour les Français du côté de la F3 et quand même une belle place également pour un Français en F2. Donc on fera un bilan F2, F3, je pense en groupé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!